Bonjour et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, de débats autour des sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale avec nos chroniqueurs, nos hommes de médias, nos spécialistes. Avec eux, donc, nous revenons sur les faits marquants de la semaine. Aujourd'hui, c'est le tout premier numéro, on va dire comme ça, post-élection 2020. On l'a suivi. Cette élection a beaucoup marqué notre plateau. Nous sommes bien dessus, bien entendu, hors de cette élection, avec des résultats, beaucoup de choses à dire. Nous sommes là ce matin donc pour parler de cette élection avec les résultats donc de la présidentielle et des législatives, résultats qui sont déjà suffisamment connus, avec des rebondissements, avec beaucoup d'éléments à commenter, avec mes chroniqueurs qui sont donc sur ce plateau. Je m'en vais donc vous les présenter. Parfait Silga donc qui est à ma droite. Parfait Silga est journaliste et chroniqueur, journaliste et analyste. Merci. Parfait d'être sur ce plateau. Et puis, Maître Kielem de Tambela, Maître Kielem Apollinaire de Tambela est avocat, donc inscrit au barreau. Il est également le président du Centre de recherche internationale des stratégies CRI. Merci, Maître, d'être sur ce plateau. Et juste à la droite de Maître Évariste Faustin Consembo, il est chroniqueur média. Il est également président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme, et premier porte-parole du FORAC, qui est le Forum alternatif des citoyens. Et dernier invité, Lengani Isaka, il est journaliste. Merci, directeur de publication de l'opinion. Merci Lengani d'être sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous prenez en marche. Nous sommes toujours à Presse Éco avec ces deux moments. Le deuxième moment sera consacré au débat alternatif avec nos téléspectateurs qui peuvent déjà appeler pour s'inscrire en attendant de se faire rappeler par notre technique. Et puis on parle de sujet, mais avant, évoquons ce drame qui a eu lieu parce qu'il concerne pratiquement tout le monde. On fait voyager, nous-mêmes on voyage, mais aussi il y a les familles qui voyagent. Il s'agit de ce cas qui a explosé. En tout cas, il est question ici d'utilisation des gaz. Gaz en tant que carburant, en tant que moyen de... Voilà, en tant qu'énergie ou embarquement des bouteilles de gaz, on n'en sait pas trop, mais dans tous les cas, il est question d'utilisation de gaz. Et on parle d'au moins 6 morts déjà avec des blessés. On a bien suivi cette actualité assez triste. La question revient toujours. Il fut un moment où il y avait des mesures qui avaient été prises par l'État pour interdire l'utilisation par certains automobilistes, notamment à Bobo pour les taximètres, d'utiliser le gaz comme moyen de choses, moyen de transport. Et puis bon, on remarque aussi qu'il y a des transports mixtes. Il y a un volet où on embarque souvent des bouteilles de gaz dans les cars et tout ça. Alors je voudrais que vous donniez votre avis là-dessus. Et Varis Consebo. Non, c'est vrai que c'est une nouvelle très triste et puis qui est très consternante parce que, effectivement, comme vous venez de le relever, tout un chacun de nous ici, directement ou indirectement, sommes appelés à faire des déplacements à l'intérieur du pays. Et ça pouvait être n'importe lequel d'entre nous ici. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème assez récurrent. Hein. C'est un peu la roulotte russe. Quand on rentre dans le secteur des transports, tout le monde sait que c'est carrément une mafia. Bien sûr, les responsabilités. C'est vrai que vous avez dit que dans le temps, le gouvernement était revenu à la charge. Mais c'est un secteur qui est réglementé. Si vous allez regarder la réglementation des transports en commun, tout est propre, il n'y a rien à dire. Hein. Mais ça, ce n'est pas seulement la théorie. Ouais, mais la théorie est là. On imagine quand même que... La théorie est là, mais le problème, c'est quoi? C'est la pratique et surtout le contrôle et l'application. Comment est-ce qu'on fait pour amener les gens à respecter la réglementation? C'est ça toute la problématique. Et il y a une incurie parce que, je suppose, vous savez très bien que le syndicat des transporteurs, c'est carrément... C'est une pieuvre, hein? Je dirais même c'est un serpent de mer. Et moi, je comparerais ça à une mafia c'est simplement leurs intérêts qui les intéressent, la sécurité. Tout ce qui est volé, sécurité des usagers, ils en ont cure. Ils sont dans une logique de rentabilité. Pourquoi est-ce que les bouteilles de gaz sont utilisées? Parce que pour eux, c'est pour maximiser la rentabilité, c'est tout. Donc là, il faut sévir et je pense qu'il faut condamner fermement. Il faut des peines fermes pour que les gens puissent comprendre que on ne peut pas s'amuser avec la vie des gens comme ça. Quoi. Parfait, c'est vrai. D'abord, je voudrais m'incliner sur la mémoire de ces personnes décédées et présenter nos condoléances aux familles éplorées. Deuxième chose, c'est de dire qu'on a l'impression qu'au Burkina, dès qu'un drame passe, on passe aussi à autre chose. Rappelez-vous, novembre 2008, le drame de Boromou, on avait pris beaucoup
de lois, on avait pris beaucoup de textes, on avait pris beaucoup de résolutions. Mais quelques années après, il semble que tout cela est passé. Voilà. Et quand vous regardez, effectivement, la rigueur qu'on aurait aimé effectivement voir érigée dans ce secteur, elle n'y est pas. Donc, conséquence, chacun fait ce qu'il veut. Je me rappelle qu'on avait parlé d'être plus sévère avec les compagnies pour que à l'embarquement, on puisse avoir les noms de tous la les fameuse passagers. feuille de route qu'il y avait aussi. Voilà. Mais bien sûr, ça suppose qu'en route, on ne prend pas les gens. Alors que ça continue. Là, pour ce quart-là, on ne sait pas il y avait combien de passagers au total. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'utilisation du gaz comme combustible. Parce que là, il semble effectivement que c'est ça qui a amené le drame. Parce qu'on utilise le gaz comme carburant, mais il y a aussi des bouteilles de gaz. Vous savez qu'une bouteille de gaz n'explose pas comme ça. Il faut une cause extérieure. Donc c'est ça qui a amené le problème. Mais ça, personne ne Mais contrôle justement, ça. qui doit contrôler quoi? Est-ce que ce sont les services de l'État, la gendarmerie, lors des contrôles routiers, la police, ou bien est-ce que c'est l'ONACER, ou est-ce que c'est comment on appelle ça, c'est le CCVA qui va étendre ça? Mais tout ça c'est la force publique. Donc, on ne sait pas c'est qui va le faire, mais en tout cas, il ne faut plus qu'on puisse prendre des dispositions, prendre une réglementation sans pouvoir la mettre en œuvre. Et ça, c'est possible de faire. C'est possible de vérifier qu'un car ou un taxi roule au Avec du gaz. Voilà. Donc, si on connaît les conséquences, il faut juste prendre les mesures. Et quand on parlait des organisations fêtières, mais ce n'est pas à l'État de compter sur les organisations fêtières pour imposer la discipline. C'est à l'État d'imposer la discipline dans le secteur. Oui, mais les organisations fêtières défendent leurs intérêts. Est-ce que quand les cas brûlent ou quand ils commettent, par leurs impairs, il y a la vie des gens, des usagers, des clients qui sont mis en danger, est-ce que non, ça c'est responsable pour des syndicats ou des transporteurs? Non, ce n'est pas ça qui les intéresse justement. Mais quand il s'agit de bloquer, de faire une grève de 2-3 jours pour qu'on puisse revoir comment on répartit telle glace, mais ils sont là. Et ça nous pénalise. Mais quand il s'agit de... Que du corporatisme. Mais oui. D'accord. C'est ça qui est vraiment dommage. Moi, je voudrais commencer par ce dernier bout que Sylvain a évoqué, à savoir que il faut une contribution effective des organisations fêtières, des organisations et des transporteurs et des chauffeurs. Parce qu'on ne peut pas prendre en charge la vie d'êtres humains et s'amuser avec, et s'asseoir seulement sur, quand il faut ajouter 10 francs sur ses propres intérêts par passager, ou bien s'il faut faire baisser le prix de l'essence ou quoi. Je pense que quelque part, ces organisations-là montrent un degré d'irresponsabilité qui est inacceptable. Et là, je crois que l'État doit sévir. Et de mon point de vue, c'est vraiment très, très grave. C'est très grave que 6 personnes meurent comme ça, innocemment, pour avoir pris un car pour voyager. Et à cause de l'irresponsabilité et de la part de gain du propriétaire du car et éventuellement du chauffeur, ils perdent la vie. Ce car-là a-t-il été contrôlé par le CCVA, oui ou non? S'il a été contrôlé, dans quelles conditions ça a été fait et comment est-ce que ce car-là se trouve dans une situation de circuler? Il circule sur les voies, passe des contrôles routiers, sans aucun problème. Moi, je pense que ça, c'est un problème très grave. Et toute la chaîne, l'enquête doit porter sur toute la chaîne pour déterminer les responsabilités de tout un chacun. Parce qu'au CCVA aussi, on ne peut pas se permettre, de mon point de vue, de faire un contrôle, engranger les sous. Au CCVA, on a l'habitude, ceux qui contrôlent la réglementation, ils changent les données quand ils y vont pour leur contrôle. Oui, mais c'est ça, je dis, le CCVA ne peut pas aussi se contenter d'engranger les sous lors des visites et puis s'asseoir, c'est ça, se payer tranquillement. Est-ce que ça vous a dit que le CCVA doit étendre sa compétence au-delà du simple fait de délivrer des documents techniques? Si vous délivrez un papier, c'est pour contrôler. Comment se fait ce contrôle-là? Le CCVA a quelle responsabilité dans ce contrôle? Moi, je dis que ces 6 personnes ne doivent pas mourir pour rien. Il faut que l'État sévisse, il faut que des têtes tombent par rapport à ça. Parce que c'est proprement inadmissible. Et comme on le dit, ce n'est pas la première fois.
Et c'est le premier chantier, de mon point de vue, le premier chantier du président qui vient d'être élu. Et j'espère qu'il va s'y mettre sérieusement. Maître, oui. Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas aussi le fait que les citoyens sont aussi ignorants? Est-ce que c'est pas souvent il faut jeter un coup d'œil pour voir où se trouve... Non, moi je pense est-ce que c'est une bouteille de gaz qui alimente cet engin avant de monter? Non, c'est l'appât du gain. Parce que le citoyen qui veut voyager, souvent il n'a pas le choix. Il veut se déplacer. Donc, et ce n'est pas à lui de contrôler le véhicule. Donc, il y a une présomption de fiabilité du véhicule. Ça ne revient pas aux citoyens. Est-ce que vous montez dans un avion, vous vérifiez pour voir si l'avion est au top ou pas? Ce n'est pas votre compétence. Ce n'est pas la compétence du citoyen. Maintenant, le problème qui se pose, c'est quoi? Dans tout État moderne, il y a une police des transports. Oui. Il y a la police de la sécurité routière, il y a la police des mœurs, il y a une police des transports, normalement, qui doit assurer le contrôle. Est-ce qu'il y a une police des transports au Burkina Faso? Je ne sais pas. Mais l'ONACER, c'est l'Office de sécurité routière où il y a on a des agents. Je ne connais pas les règles de l'ONACER. L'ONACER, effectivement, veille, en tout cas, on peut. Même si le nom ne le dit pas clairement, mais l'ONACER doit avoir cette. Je ne sais pas si ça relève de sa compétence ou pas, mais je sais qu'il y a une police de transport dans chaque État moderne. Et c'est son travail. Sinon, le contrôle qui se fait au CCVA, par exemple, mais c'est clair, les taximans, là, ils changent les pneus, ils changent tout avant d'aller faire le contrôle. Et une fois le contrôle fini, ils remettent les pneus, tout ce qu'ils ont changé là, à ceux à qui ils les avaient empruntés. Donc, ça fait que le jeu est faussé. Au CCVA, ils vont trouver que c'est normal, alors qu'en fait, ce n'est pas les vraies pièces du véhicule. Une fois le contrôle fait et qu'ils ont le papier, ils repartent, remettent les pièces conformes là, à ceux à qui ils avaient emprunté, et ils reprennent leurs vieilles pièces. On voit à Ouagadougou, par exemple, des taxis sans frein, sans feu rouge, sans phare. On voit des cars de transport de bois, n'est-ce pas, avec un seul phare. Quand ils vous croisent, vous croyez que c'est un agent à 2 roues, alors que c'est un véhicule, mais sans aucun contrôle. Parfois même, ils passent près des commissariats de police, aucun contrôle. Donc on se demande, mais à quoi? Est-ce qu'il y a une police de sécurité au Burkina Faso? C'est ça le vrai problème. Et dans le drame qui s'est passé, c'est quoi? Non seulement il y a perte en vie humaine, non seulement il y a des blessés, mais il y a des pertes de documents aussi. Bien sûr. Et il y a des gens qui voyagent avec leurs pièces, leurs diplômes, etc. Comment remédier à tout ça? Et si le cas d'utiliser le gaz comme énergie, quelle pourrait être l'indemnisation pour les victimes? Parce que si ce n'est pas conforme à ce que l'assurance n'est pas... L'assurance va décliner sa responsabilité. Et qui va prendre en charge maintenant tous ces dégâts, la compensation de tous ces dégâts. C'est ça tout le problème. Donc, la responsabilité incombe à l'État qui est défaillant et qui n'a pas mis de structure adéquate pour les contrôles. Quand vous prenez les routes, quelle que soit la direction que vous allez trouver de ces véhicules défectueux. Mais est-ce que ce ne sont pas les services de l'État compétents qui ne fonctionnent pas bien? Il y a la police, il y a la gendarmerie, mais c'est ce que je suis en train il y a de vous dire. l'ONACER. Non, attendez, M. Loukman. Je vous dis, chacun a son travail. Quand vous faites un accident de la route, à Ouagadougou ici, ce n'est pas n'importe quel policier qui va venir faire le constat. Il y a une section des accidents qui fait le travail. Il y a une section de la police qui fait le travail. Quand vous dealez la drogue, tout ça, ce n'est pas n'importe quel policier qui va... C'est la brigade des mœurs. Est-ce que vous avez voyé? Donc, dans chaque police... Bon, moi, je parle parce qu'en tant que juriste, nous voyons ça en droit administratif. Est-ce que vous avez vu? Donc, il y a une subdivision des polices. C'est pour ça que je vous parle de la police des transports. Chaque État moderne a une police des transports dont le rôle est de veiller à la sécurité des transports. Alors ici, peut-être que l'ONACER joue ce rôle parce que l'ONACER, c'est l'Office de sécurité routière. Ouais. Donc on estime qu'il y a les forces là-bas, la FDS, il y a des gendarmes, il y a des policiers au niveau de... Je ne connais pas les statuts de l'ONACER. Dans ce cas, qu'il fasse son travail. Maître lui-même qui est avocat n'arrive pas à expliquer de façon claire la chaîne. Ça veut dire que c'est compliqué pour le citoyen lambda de se retrouver. Moi, je prends un exemple simple dans la ville. Quand vous circulez, même à vous, vous êtes souvent arrivé de voir des camions chargés vraiment à déborder, mais ça se passe devant les policiers, ils sont arrêtés, ils ne disent rien. Ça, bon, je ne sais pas, mais pourtant... Peut-être qu'ils n'ont pas ce mandat. Bon, mais c'est ça tous les problèmes. Il faut, en fait, je pense qu'il faut... Il y a beaucoup de parties prenantes dans cette histoire. Parce qu'on va vous dire que concernant la commune, c'est la police municipale, concernant tel ou tel, même la gendarmerie intervient. Bon, je pense qu'il faut réformer carrément tout le secteur, quoi. D'accord. Là, je crois que ce coup-ci-là, quand même, il y a eu 6 morts. Il y a eu 6 morts et il faut vraiment sévir, de mon point de vue. Dans certains États, le ministre, même si c'est après les élections, il saute.
Merci. Je ne demande pas ça, mais je dis il faut que des gens payent. Merci à vous pour ce... On va aller en politique, parler de ces élections qui viennent de prendre fin. Élections couplées présidentielles et législatives 2020. Vous avez tout suivi. On a on a les résultats. Maintenant, on peut en parler. Mais on commence avec une ambiance juste au lendemain, donc juste après, quelques heures après la proclamation des résultats provisoires qui ont donc donné gagnant le président Roch-Marc Christian Kaboré avec 1 654 982 voix de recueillis, ce qui fait 57,87%, poursuivi immédiatement par Edi Komboïko avec 442 742 voix qui donne 15,48%, suivi également en troisième position de M. Zéphirin Diabré, qui obtient 12,46% pour 356 388 voix. Et enfin, quatrième candidat, en tout cas sur la liste d'arrivée, M. Kadré Désiré Ouedraogo, 3,36% pour 95 977 voix. Suite donc à cette proclamation provisoire, l'opposition, donc on va dire, tous ceux qui sont signataires de l'accord politique au niveau de l'opposition, les candidats en question ont fait une déclaration dont on va tout de suite suivre la teneur. L'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI, se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. L'opposition politique réaffirme, à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, sa volonté renouvelée de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Bien, vous avez tous donc suivi deux aspects, deux volets dans cette déclaration. D'abord, l'opposition qui a pris acte donc, des résultats qui ont été proclamés, mais c'est réservé le droit de pouvoir faire recours, si au cas où il y a des irrégularités, au recours auprès du Conseil constitutionnel, parce que l'article 153 du Code électoral dit, dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d'ensemble de celui-ci, il prononce l'annulation de l'élection. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser qu'il y a recours? On a entendu dire qu'il y a un recours. Il y a recours, il n'y a pas recours. En tout cas, ça a circulé. Est-ce qu'il y a un recours, il n'y a pas de recours? On peut dire clairement, est-ce qu'il y a recours, il n'y a pas recours? Parfait, Sylvain. Bon, je n'ai pas les informations sur les recours. Je pense qu'à la date du jeudi, il y avait 6 recours qui étaient formés, en tout cas pour ce qui concerne l'élection. Les législatives? Oui, le président, le Conseil constitutionnel avait communiqué officiellement là-dessus. Mais c'est tout ce que un bon démocrate demande. C'est-à-dire que pour une élection, quand un parti n'est pas d'accord et quand un parti a des éléments de preuve concernant des irrégularités, qu'il puisse porter un recours devant les instances compétentes, habilitées à traiter de ces questions. Et comme vous venez de citer effectivement tout ce qui est réglementation dans les élections, c'est tout ce qu'on demande. Si vous n'êtes pas d'accord avec les résultats, vous portez votre recours et puis le Conseil constitutionnel va aviser et puis va sortir la décision d'ici là. D'accord. Il n'y a rien de plus démocratique que cela. Alors pour juste enfoncer le clou concernant les recours, les 6 recours en question, concernent bien sûr les élections législatives. Il y a un recours, ce sont des annulations, de façon générale. Un recours de Mme Koumaré Oualio Zalissa, ça c'est dans la commune de Ban, donc elle est donc du NTD, de M. Ido Alitou, dans la province de la Sicile, concernant Bia, Léo et Sicile. Lui, il est de l'UPC. Et puis un recours aussi de M. Yameogo
de Sengapinda, dit Jean, ça c'est au niveau également du CG de Imasgo, donc c'est dans le Burkemde, recours également du président du P10 Lafia dans le Sourou, P10 Lafia également dans la Tapua, et puis Belemou Lassina, ça c'est contre le dépouillement des législatives 22 novembre formulé par M. Bon. Voilà, donc c'est un ensemble de recours qui sont, mais c'est uniquement pour donc, les législatives. On peut dire qu'à ce moment, il n'y a pas de recours concernant la présidentielle. Justement, quelle interprétation ça nous donne de cette déclaration de l'opposition qui a dit prendre acte au moment où beaucoup de citoyens, beaucoup de militants attendaient d'abord de descendre peut-être dans la rue, que l'opposition appelle de descendre dans la rue. Voilà, Lengani Isaka. Oui, j'avoue que, comme on le dit, dans ces sortes de situations ubuesques, de mon point de vue, on peut dire tout ça pour ça. Tout ça pour ça parce que à la veille des élections, on a entendu l'opposition déjà arriver dans les brancards dire qu'elle a vent de ce qu'il y avait un vaste mouvement de fraude qui était en préparation et qui était déjà en cours. Et donc, le lendemain des élections, bon, effectivement, la même opposition convoque la presse de toute urgence. Bon, donc, toute bride abattue, nous déferlons vers son siège, le siège de CEFOP, bon, pour nous entendre dire que nous prenons acte et qu'éventuellement nous allons faire des recours. Mais on nous apprend rien en nous disant ça. Bon, en tout cas, j'étais sur les lieux et l'ensemble des journalistes, je n'ai pas vu un seul journaliste qui était satisfait de son déplacement, des raisons pour lesquelles on l'a fait. Je crois que cette affaire-là va mettre du temps avant de dire ses vraies vérités. Parce que j'ai l'impression que quelque part, il y a un jeu d'ombre. C'est-à-dire que la véritable scène qu'on nous présente en officiel n'a rien à voir avec le jeu qui se passe au niveau des coulisses. Et c'est ça, malheureusement, qui est le moteur principal de l'action de l'opposition. C'est-à-dire des faits qui se produisent et qu'on n'a pas le courage de dire clairement aux populations. Cela dit, comme l'a dit Parfait, effectivement, c'est tout à fait légal, tout à fait normal que s'il y a des recours, effectivement, qu'on emprunte les voies légales pour le faire. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Donc, on n'a pas besoin d'embêter les gens pour leur dire ça. Tout le monde a lu ça dans les papiers. Par contre, nous savons que ces élections-là, sur la base, on a vu circuler sur la toile des images parlantes, des images qui montrent de manière évidente des achats de cartes d'électeurs, qui montrent des collectes de cartes d'électeurs, qui montrent même des listings faits par un parti politique dans le sens des élections. Tout ça, ça sert à quoi? C'est évident de mon point de vue qu'il y a eu tentative, au moins tentative de fraude. Bon, il y a des éléments palpables sur des individus. Qu'est-ce que la justice qui est censée agir dans cette situation, avant même que les politiques ne parlent, hein, de mon point de vue, la justice devait se saisir de ces faits-là. Qu'est-ce que la justice a fait? Rien. D'accord. Et l'opposition elle-même, bon, comment est-ce qu'elle peut avoir ces éléments-là et puis se mettre à douter comme si elle doutait? Mais on a vu que, par exemple, à la veille des élections, le parquet donc, de Ouagadougou, le TGI, avait publié donc un communiqué mettant même des numéros pour dénoncer des cas de fraude, etc. Mais on a l'impression que les gens n'ont pas dénoncé. On a fait plus à parler qu'à dénoncer. Mais c'est ça, je dis que le jeu de coulisses là est beaucoup plus important que le jeu officiel. Et puis, bon, par rapport au TGI de Ouagadougou, c'est une très bonne chose. Mais les faits dont on parle généralement là, qu'on a vu sur les toiles là, c'était des gens qui œuvraient avec ferveur du côté de Bobo Dioulasso, bon, c'est pas moi, en tout cas, c'était dans ces régions-là, c'est pas le TGI de Ouagadougou. Mais je crois que même pour ces plaintes-là, même si le gars est à Nyangoloko, si on pose plainte au TGI ici contre X, bon, on doit pouvoir l'alpaguer là-bas et puis lancer son compte. Parfait, Silga. Avant, juste dire que en matière de contentieux électoral, c'est soit le candidat pour ce qui concerne la présidentielle, ou soit les citoyens pour ce qui concerne les législatives. Pour les législatives, c'est 72 heures, donc ça c'est déjà folklore. Également pour la présidentielle, on n'est pas loin, on est déjà dans le délai sont passés parce qu'il est dit à l'article 149 du Code électoral, tout candidat au scrutin présidentiel peut contester la régularité des opérations électorales sous la forme d'une requête adressée au président du Conseil constitutionnel dans les 48 heures suivant la publication provisoire des résultats du scrutin.
D'accord. Là, on est au-delà des 48 heures. Donc, on ne peut plus parler de recours tant que des recours n'ont pas été posés dans le délai. Je crois que le débat, il était suffisamment clair. C'est-à-dire que il y avait, j'allais dire, mais cette situation difficile qu'on voyait planer sur le Burkina Faso, avec ces déclarations de l'opposition, pour dire nous pressentons des fraudes, mais s'il y a des fraudes, nous n'allons pas accepter les résultats, nous allons appeler les gens à contester les résultats dans la rue. Bon. En tout cas, je pense que plus d'une personne au Burkina Faso était inquiète de ces propos. Bon, finalement, quand vous regardez ce qui se passe, on se demande si vous devez emprunter les voies légales pour traiter les irrégularités. Pourquoi, finalement, il n'y a pas de recours au stade actuel? Est-ce que ce n'est pas une question de sagesse de l'opposition? Est-ce que les opposants n'ont pas fait preuve de sagesse Nous espérons effectivement que notre opposition a fait preuve de sagesse. Mais je pense que, comme l'a dit Lengani, il y a toute une trame dont nous ne saurons peut-être pas tous les tenants et les aboutissants. Mais je crois que quand on dit nous allons contester les résultats s'il y a des fraudes, et après, vous ne savez même pas où vous rentrez, quand les résultats sont donnés, il y a matière véritablement à réflexion. Donc, pendant un bon bout de temps, l'opinion publique va se poser des questions sur la crédibilité de notre opposition, sur la base des faits qui ont été donnés à voir à tout le monde. Le fait d'avoir dit et fait une pirouette après? Pas une pirouette. Vous dites que vous êtes convaincu qu'il y a des fraudes. Mais moi, je m'attendais au moins à des recours. Au moins. Ça, c'est le minimum. D'accord. Maître? Oui. Alors, l'opposition a dit prendre acte. En droit, quand on dit prendre acte, déjà, ça signifie quoi pour On accepte. On reconnaît. Supposé, on reconnaît, on accepte. C'est comme ça. D'accord. Quand vous prêtez serment, Alors, on prend acte. Alors, comme ce qui a été dit ici, les gens s'attendaient à ce que, vu que le mercure était monté, et puis après l'opposition. Oui, d'abord, parce que là, c'est une attitude de bienséance, de sagesse. D'abord, il faut que je vous dise une chose. Les recours dont vous avez parlé ici, là, ce n'est pas de ça que parlait Tahirou Barry. D'accord. Tahirou Barry parlait au nom des partis politiques de l'opposition. Quand il dit que... Oui, ou des candidats. Ici, c'est des recours individuels au niveau des législatives. Donc, ça n'a rien à voir. Et de la présidentielle. L'article que je viens de lire tout de suite, l'article 149, parle plutôt des candidats au scrutin présidentiel. Oui, mais les recours dont vous avez parlé, ça ne concerne pas les présidentielles. Les 6 recours concernaient les législatives. C'est les législatives. Voilà. Donc, ça aurait dû être les partis ou bien les... quoi. Et ensuite, il faut... Quand Tahirou Barry dit qu'ils prennent acte, c'est un rétro-pédalage. Pourquoi? Parce que les premiers résultats semblaient trop favorables au pouvoir en place. Et ça déstabilisait l'opposition. Par exemple, le résultat final qui donne 57% à Roch est inférieur au premier résultat qui allait autour de 60%. Oui, mais maître, la déclaration qui a été faite où l'opposition disait qu'elle va contester, c'était plutôt la veille, donc on n'avait pas de résultat. C'était le 21. Les premiers résultats. C'était en fonction des premiers résultats qui tombaient. C'était en fonction des premiers résultats qui tombaient. Non, pour revenir un peu sur cette première conférence, c'était plutôt le samedi qu'il y a eu cette conférence où l'opposition a menacé de ne pas reconnaître au regard d'un certain nombre d'informations de fraude, etc. qu'il y avait. Donc il n'y avait pas de résultat en ce moment. Oui, mais ce que vous oubliez, il y a eu des déclarations, comment je vais dire là, en marge, avant que Tahirou Barry ne fasse cette déclaration-là. Vous vous rappelez du porte-parole de l'UPC qui appelait les gens à ne pas reconnaître et à sortir dans le manifester. Et l'UPC avait même prévu une manifestation aux choses là, à Ouaga 2000 ici, au lieu de décompte des élections là. C'était à 9h, ça n'a pas eu lieu. Donc c'est pour au début des décomptes, les résultats semblaient très favorables au parti au pouvoir. Et ça a déstabilisé l'opposition. Avant que les résultats finaux ne reviennent faire une petite sorte de compensation. Et donc c'est ça qui crédibilisait l'idée de fraude. Est-ce que vous avez vu? Par la suite, ils se sont rendus compte que même l'appel à la manifestation, ils ont compris que les gens ne les suivraient pas.
Parce qu'en même temps, il y avait des déclarations aussi qui disaient aux gens que mais si vous voulez manifester, allez-y, mais nous, on ne vous suit pas. Donc l'opposition a senti que son appel à manifester ne sera pas suivi. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout ce rétropédalage-là de la part de Tahirou Barry. Donc Tahirou Barry était le porte-parole de l'ensemble. C'est ce que j'ai dit. Voilà, c'est pas... Et pourquoi cette idée de fraude-là est ancrée dans l'idée de l'opposition? Pourquoi? Parce que tous ceux les grands partis qui concouraient là, ils sont tous sortis du même laboratoire politique. Le laboratoire politique de Blaise Compaoré, qui était un laboratoire de fraude. Donc ils fraudaient tous ensemble. MPP, Zéphine Diabré était à l'ODPMT, CTP, tout ça là. Qui encore là tous. Gilbert Noël Ouedraogo. Gilbert Noël Ouedraogo était allié, il disait que c'était la deuxième épouse de Blaise Compaoré. Il dit Komboego c'est le CDP. Et c'était un laboratoire de fraude. Donc il y avait une suspicion légitime. Ils se sont dit, mais puisqu'on faisait ça ensemble, ça veut dire qu'ils continuent de le faire. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cette présomption-là. Joe Biden vient certainement aussi de choses. C'est cette présomption de fraude-là qui faisait que dès le départ, l'opposition n'accordait pas trop de crédit à ce qui s'est passé. Mais maître, est-ce que concrètement, en dehors de ce que les politiques disent, on a quand même vu aussi des éléments circuler quand on voit par exemple des cartes d'électeurs distribuées contre agents ou achetées contre agents dans des endroits. Est-ce que ça, pour tout citoyen, pour tout observateur, ça ne saute pas à l'esprit? Monsieur Loukouman, est-ce que la réalité des faits a été avérée? Il y a des moyens légaux de plainte, de recours pour tout ça. Notre code électoral n'est pas parfait, mais il est assez, comment je vais dire là, étoffé pour ça. Donc vous avez vu ça. Pourquoi vous n'avez pas déposé de plainte? Par exemple, moi j'ai discuté avec un candidat il n'y a même pas longtemps. On a dit que 90 jours avant les élections, il ne faut plus faire de manifestations, de cérémonies, tout ça, etc. Lui, dans sa localité, il y a quelqu'un qui est parti faire ce genre-là peu de temps avant les élections. Il a saisi le procureur qui a arrêté le gars. Est-ce que vous voyez? Le code électoral prévoit tellement de dispositions qu'il est difficile de passer outre si vous êtes aussi candidat et que vous êtes vigilant. Maintenant, si vous dites que vous êtes candidat, vous n'avez pas les moyens d'être candidat, vous n'avez pas les moyens de mettre des gens dans les bureaux de vote ou de ceci pour le contrôle nécessaire. Ça, vous n'avez qu'à vous en prendre vous-même. Sinon, ce dont vous parlez, il peut avoir, par exemple, c'est ce qu'on appelle des commencements de preuves par écrit, qui ne sont pas des preuves. Mais est-ce que ce dont vous dites là, ça s'est réellement avéré? Est-ce que le fait de... Vous pouvez apporter la preuve qu'on a acheté la carte d'électeur de quelqu'un et qui n'a pas pu effectivement voter et qui n'a pas eu plainte? Ou qui n'a pas pu voter pour le candidat de son choix. Voilà ce qu'il faut. D'accord. Évariste? Cette sortie de l'opposition... Moi, je distingue d'abord, quand on parlait de l'opposition, je distingue l'appareil, la structure, au moins la direction du parti qui définit la stratégie, l'applique, et des militants. C'est clair, parce que il faut... Quand on a une vision très simpliste, on dit oui, c'est un rétropédalage et autres tout. Non, parce que je pense que les dirigeants des partis sont quand même responsables. Et ils doivent, en fait, dans tout ce qu'ils posent comme action, réfléchir. Mais les militants aussi, ils ont le sang parfois bouillonnant, très chaud. Donc, je pense que c'est cette contradiction-là peut-être qu'on a dû apercevoir. Maintenant, moi je pense que peut-être l'opposition aussi, même les politiciens vivent dans la société. Ils vivent avec les populations. Et ils savent. Moi, je parlerais plutôt d'un réajustement. Bon, parce que je pense que l'opposition dans son ensemble a dû peut-être réajuster ses positions et en prenant en compte certainement un certain nombre de facteurs, notamment la paix, la stabilité et la sécurité. Autrement ça pouvait vraiment... parce que c'est vrai qu'on a vu un parti qui avait appelé ses militants à aller suivre le dépouillement ou autre, mais après, il n'en a rien été. Bon, je pense qu'ils ont quand même dans l'ensemble... Nous avons eu affaire à des responsables d'opposition qui n'ont pas voulu jeter le pays en pâture. Et cela, je pense que c'est quelque chose. On a lu dans la déclaration qu'ils estiment qu'au nom donc de la paix, du dialogue politique, un ensemble de choses, ils veulent la paix. Mais le citoyen ou le militant, il ne peut pas comprendre ce double langage quand même. Est-ce que l'opposition est revenue par la suite pour mieux expliquer en français facile pour que les citoyens comprennent pourquoi? Parce que, est-ce qu'il y a eu réellement des fraudes? La menace était basée sur quoi? En fait, concernant donc le déroulement des élections, il y a plusieurs sources. Moi, si je prends la source Codel, en conclusion, ils disent qu'il y a eu quand même une persistance de plusieurs dysfonctionnements dans l'organisation matérielle. Ils relèvent aussi
l'existence en fait de la corruption ou de la fraude. Donc ça, c'est des problèmes réels. Vous reprenez le communiqué de l'opposition, ils reconnaissent aussi qu'il y a eu des dysfonctionnements. Donc les problèmes, il y avait matière quand même à contestation. D'accord. Voilà. Oui. Monsieur Lukman, il faut préciser une chose. Dysfonctionnement, corruption, ce n'est pas la fraude. Non. La fraude, c'est bien défini. C'est une infraction pénale. Donc, corruption, c'est pour ça que la corruption existe, la fraude existe, le dysfonctionnement existe. Donc, il ne faut pas qu'on fasse une confusion. La fraude est beaucoup plus difficile à établir dans ce cas-là. Alors que la corruption peut facilement être établie, les dysfonctionnements peuvent facilement être établis. Je donne un exemple, par exemple, quand ils disent violation du code électoral. Vous savez bien que dans le présent code électoral, il était fait mention d'une observation de la compilation manuelle des résultats. Bien sûr. Ça ne s'est pas été fait. Ça, c'est une preuve, par exemple. D'accord. Alors, moi, je voulais plutôt faire la liste que... on peut dire, effectivement, l'opposition était responsable, ils voulaient préserver la paix. Mais la réelle politique, là, c'est que l'opposition a tout de suite su qu'ils n'allaient pas être suivis dans leur logique. Oui, non, je n'ai pas dit... Oui, ce n'est pas... Qui Mais par leurs militants et par le peuple. C'est ça. Parce qu'en réalité, quand on dit s'il y a des fraudes, nous allons appeler, nous allons contester les résultats, et Zéphirin Diabré d'ajouter, vous savez ce que vous devez faire. Bon, voilà. Maintenant, est-ce que parfait, Siliga, oui. Est-ce que réellement, quand on prend les militants du CDP, les militants de l'UPC, est-ce qu'on peut dire que réellement, si leur leader avait lancé le mot d'ordre de manifestation, il ne répondrait pas? Pour être concret, pour être juste, avec ceux qui ont pris la décision de ne pas lancer cet appel. C'est-à-dire que si vous analysez l'opinion publique pendant cette semaine-là, c'est-à-dire que si on lançait ces mouvements, ça allait être un échec. Et c'est ça, et c'est cette analyse qu'ils ont faite. Ils ont fait l'analyse juste de dire, si nous lançons le mouvement de contestation des résultats, nous allons avoir un échec. Et c'est pour ça qui a plutôt amené à ce qu'ils puissent reculer. Donc moi, c'est l'analyse que je fais. D'accord. Lengani? Moi, je voudrais d'abord féliciter l'opposition, même si je ne suis pas d'accord avec sa position, parce que, de mon point de vue, il faut aller dans la procédure jusqu'au bout. On a dit qu'on va porter plainte. Il y a des éléments pour porter plainte, on porte plainte. Mais au nom de la paix, on peut laisser tout ça tomber? Pas du tout. Justement, c'est au nom de la chienlit qu'on fait ça. Parce que quand on écoute des individus dire que l'opposition ne peut pas mobiliser, parce que le peuple ne va pas suivre le mot d'ordre, parce qu'il y a eu fraude, etc. Mais c'est insulter notre peuple. C'est insulter, et ça, c'est inacceptable. Et j'ai entendu ça des tenants du MPP et de certains individus qui, sur les réseaux sociaux et sur les radios, péroraient à longueur de journée que vous voulez casser le pays, vous voulez foutre la merde, etc. On n'est pas d'accord, mettez vos enfants devant. Mais en 2014, c'est les enfants de qui étaient devant pour apporter ce pouvoir, pour apporter ces gens au pouvoir. C'est les enfants de qui ils ont mis devant. Je crois que c'est là où je félicite l'opposition pour avoir été suffisamment mature, pour ne pas céder à la provocation. Parce que ça, c'est de la provocation imbécile, très basse. Parce que dire que vous ne pouvez pas mobiliser, donc c'est pas vous ne pouvez pas faire. Est-ce qu'on a besoin de mettre 100 000 personnes à Ouagadougou pour brûler Ouagadougou? En 2014, il valait 100 000, ceux qui ont fait ce qui s'est passé. Bon, je pense que pour casser, comme on dit, on n'a pas besoin de 1000 personnes. Et l'opposition a bien fait de n'être pas allée jusqu'au bout. Et c'était un piège, effectivement. Et moi, j'aurais voulu qu'elle aille jusqu'au bout pour montrer jusqu'à quel point notre système est totalement dévoyé. Parce que le Conseil constitutionnel, sur la base des faits avérés, tout le monde a vu, et le peuple burkinabé, dans son ensemble, sait que le MPP a largement, globalement, lourdement, massivement fraudé. Ça, c'est des faits matériels que j'ai vécu en tant qu'observateur sur le terrain. Et que des gens, des observateurs ont soulevé. Parce qu'il y a eu des dysfonctionnements, des irrégularités qui ne sont pas liées à un concurrent politique, mais peut-être à la structure qui organise les élections. Quand des bureaux de vote n'ouvrent pas à l'heure, ou quand, par exemple, des bulletins n'arrivent pas dans des bureaux de vote, ou quand, par exemple, on modifie la carte électorale, est-ce que ça, c'est le MPP ou c'est... Ça, je suis d'accord. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec Maître de Tambela pour faire la part entre la fraude et les dysfonctionnements. Ouais. Au niveau des dysfonctionnements, il faut reconnaître que jamais une élection n'a été aussi mal organisée au Burkina Faso depuis que ce pays existe, avec tout ce que vous avez cité. Il n'appartient pas à notre armée de définir qui doit voter au Burkina Faso. Pourtant, la dernière minute, on a vu décider tel et tel bureau de vote
dans tel et tel village, on ne va pas voter parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. On n'a pas entendu le Conseil constitutionnel le dire. Est-ce que la partie la main de dire où on doit voter ou où on ne doit pas voter? D'accord. Et les retards qu'il y a eu dans l'acheminement, tout le monde dit que généralement, pour les élections, le matériel est mis en place au moins 112 heures avant pour permettre des vérifications, des contrôles, etc. D'accord. Et cette fois, ça n'a pas été le cas. Merci. Bon, je reconnais que la situation d'insécurité explique cela, mais cela ne dédouane pas pour autant la CENI. Merci. On va continuer pour parler, analyser les résultats. Le président Kaboré a eu 57,87 avec 1 654 982 voix. Edi Komboyuko, 442 742 voix. Zéphirin Diavé, 356 388 voix. Kadré Désiré Ouedrao, 95 977 voix. Quand on regarde tout ça, y compris le président qui a eu 1 600 000, est-ce qu'on peut dire que vraiment c'est fameux? Est-ce qu'il y a eu vraiment la participation qui tourne autour de cinquantaine de taux? Est-ce que franchement, cette élection a vraiment produit, on va dire, tout ce qu'il faut dans une élection en termes de participation? Évariste. Bon, en termes de participation, moi j'ai regardé les statistiques de 98. Je pense que le président aussi, après l'issue du deuxième tour, le président Sangoulé a été élu à 57. Là, bien sûr, ce n'était pas la même population. Mais on note quand même que le président Kaboré a amélioré son score par rapport à 2015, à peu près 14 000 voix. Et bon, maintenant, il dévance largement en tête les autres. On note que le candidat du CDP, qui a fait vraiment une belle percée dans l'Oblitinga, fief donc de l'ancien président Blaise Compaoré, on peut dire peut-être que là, c'est peut-être un vote par procuration. Et là, c'est les votes, en fait, en 2015, du candidat Zéphirin qui ont carrément chuté, parce qu'il passe de 924 000 et il tombe à 300 et quelques. Bon, là, on peut peut-être certainement dire qu'en 2015, il y a une bonne partie de l'électorat du CDP qui ont peut-être fait des reports de voix sur le candidat Zéphirin Diabré. Et bon, maintenant le reste, on l'avait prédit, hein, en dehors peut-être M. Kadri qui a émergé un peu, on avait prédit que le reste allait être Peanuts ou Kazma Epsilon, hein, parce que bon, et c'était des accompagnants en quelque sorte, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Maître? Oui. Alors, on a les résultats qui sont là, on voit des variations. Zéphirin Diabré est arrivé 3e, Edi Komboyo qui a pointé en 2e position. Le président Kaboré donc, a eu 57%, 1 million et poussière. C'est globalement ce qu'on a en général. Quand je regarde un peu, sauf en 1998, où le candidat élu donc, avait eu 1 996 000. En 2005, c'est 1 033. En 2010, c'est 1 357 000. En 2015, c'est 1 668 000. Donc le président Kaboré n'est pas en dehors de la marge habituelle. Si, il est en dehors. Vous avez dit qu'en 1998, le candidat avait eu 1 900 000 oui. et quelques. Sur une population de combien? C'est ça. 1 900 000. Oui. En 1998, les Burkinabés étaient combien? Ils ne valaient pas 15 millions. Hein. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 20 millions. Alors en 98, je peux regarder, en 98, nous avions 10,97 millions en termes de population générale. Ah, voilà. Aujourd'hui, nous sommes à 20 millions et à 21 millions. Voilà. Donc c'était la moitié de la population. C'est ça. Donc ce n'est pas comparable. Ça veut dire qu'il y a eu, soit il y a eu très peu d'inscriptions, et ce qui est sûr, il y a eu peu de votants par rapport aux autres années. Voilà. C'est pour ça que moi j'avais proposé d'ailleurs même qu'il y ait peut-être même une disposition de validation du scrutin à partir d'un certain taux. C'est-à-dire que quand il y a trop d'abstention, on déclare que l'élection n'est pas valide, comme ça se fait en Italie. Oui. Parce qu'avec ça, on ne peut finalement pas savoir, n'est-ce pas, quelle est la réelle popularité des gens. Sinon, par rapport aux résultats, vous êtes témoin. J'ai dit ici plusieurs fois que le coup KO était possible. Et je modérais, mais c'est ce que je disais, parce qu'en matière électorale, en sciences politiques, rien n'est exact. Sinon, moi, les éléments à ma disposition me faisaient savoir que Roch serait élu dès le premier tour. Parce que moi, je le savais. Oui. Et l'abstention même n'a pas profité beaucoup à Roch. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'eux, ils votent Roch, mais ils n'iront pas voter parce que de toute façon, c'est inutile, parce qu'il passera dès le premier tour. Moi, c'est le contraire que j'ai eu. Voilà. Donc, c'est pour dire que l'abstention, le taux d'abstention fausse un peu les résultats. Est-ce que vous avez vu?
Sinon, ça ne m'a pas beaucoup surpris. Ici même, on avait dit, et certains avaient contesté, que Zéphirine avait bénéficié des voix du CDP en 2015. La preuve est faite. Voilà. En fait, en 2015, Zéphirine avait bénéficié des voix du CDP et des voix de ceux qui voulaient écarter Roch. Voilà, c'est pour ça qu'il avait fait ce taux-là. Et maintenant, pourquoi il fait un taux si bas? Mais parce que tout simplement, il y a eu beaucoup de départs. Il y a eu une question de management au sein de l'UPC. Dès l'élection de 2015, les gens ont commencé à partir de l'UPC. Et j'ai l'impression que Zéphirine n'a rien fait non plus pour les arrêter. De toutes les façons, il y a eu une saignée au sein de l'UPC. Voilà. Or, vous savez qu'en matière politique, surtout quand vous êtes dans l'opposition, chaque élément compte. Parce que vous ne savez pas quelle est sa capacité de mobilisation ou de nuisance. Donc, le score de Zéphirine Diabré est lié d'abord au report de voix du CDP qui n'a pas participé en 2015 voilà. Et aussi au départ de certains de ces cas. Et voilà, c'est évident. C'est évident. Je peux contredire ce qu'il dit, mais bon, je laisse finir. Donc, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, en matière politique, n'est-ce pas, vous ne pouvez jamais contrôler la capacité de mobilisation ou de nuisance d'un élément. D'accord. Vous pouvez estimer qu'il n'a pas beaucoup de capacité de mobilisation, alors qu'il a beaucoup de capacité de nuisance. D'accord. Oui. Donc, chaque élément qui s'en va est une charge négative pour le parti. D'accord. Là, je suis un peu embêté parce que là, on mélange un peu les analyses. On était sur la présidentielle ou on revient sur... Nous sommes sur la présidentielle. Non, sur la présidentielle, j'ai démontré qu'effectivement, il y avait peut-être eu un transfert des électeurs CDP vers les électeurs de l'UPC, M. Diabré. Mais en aucun cas, cette analyse n'est pas valable sur les législatives quand on regarde les résultats. Okay, on va arriver au résultat législatif. Non, je voulais dire d'abord que, pour éviter à ça, on avait déjà fait la discussion une fois ici et j'avais dit que le score de Zéphirine était dû en partie aux électeurs de l'UPC. J'avais été combattu ce jour. Bon, je passe. J'avais été combattu aussi par rapport au Koukao. Personne n'a combattu quelqu'un. Non. Personne n'avait son opinion. Oui, j'avais dit sur cette élection qu'il y a deux possibilités. Il y a la possibilité du Koukao et il y a la possibilité du second tour. Mais ici, on m'avait dit que la possibilité même du Koukao devait être reléguée complètement au second plan. Ça, c'est le premier élément que je tiens à relever. Le deuxième élément, moi, je suis d'accord avec Maître que le président Kaboré a fait un meilleur score à tous les coups par rapport aux autres, à l'élection de 2015 d'abord. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de participation est faible. Parce qu'en 2015, on était autour de 60%. Mais on peut comprendre parce qu'il y a quand même la situation de l'insécurité qui fait que même dans des zones où les gens pouvaient aller voter, il y a dû avoir une certaine psychose qui s'est emparée de certaines zones. Et puis il y a eu ces zones où on ne pouvait pas voter et puis finalement les bureaux de vote ont été ouverts. Donc ça a dû jouer sur le taux de participation des citoyens. Et moi je dirais, quand on regarde un peu, quelque chose d'important aussi, c'est de regarder. On entendait souvent dire que les présidents étaient élus par le monde rural et chassés par les villes. Mais là, aujourd'hui, quand vous regardez, la base du parti du président s'est élargie, en tout cas à Ouagadougou. Au moins, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ouagadougou, il y a où les syndicats font plus de mobilisation, où il y a beaucoup plus de personnes qui sont, on va dire, un peu plus critiques, où il y a la masse critique un peu plus. Qu'est-ce qui doit expliquer ça? Ce qui peut expliquer cela, c'est peut-être le bilan du président qui a dû être analysé d'une certaine manière. Parce que je prends les résultats de l'arrondissement 5. L'arrondissement 5, c'est 1200 logements, c'est Zogna, c'est Wemtenga. Vous voyez, si vous connaissez ces quartiers, vous pouvez vous dire ce n'est pas possible que le parti du président puisse gagner. Parce que là, on va regarder peut-être les programmes, on va mieux analyser les choses que ceux qui sont... Mais paradoxalement, dans cet arrondissement, le parti au pouvoir a écrasé ses poursuivants directs. Le taux de participation, c'est combien? D'accord. Non, je n'ai pas le taux de participation. C'est important le taux de participation. Parce que justement, moi je voudrais... je crois que... il y a un élément fondamental qu'on ne prend pas en compte dans l'analyse jusqu'à présent. Pendant des mois, il y a eu des Burkinabés
qui ont trouvé que faire des élections dans le contexte actuel, c'était injurer notre peuple. Ils ont fait même des recours. Ils n'ont pas été suivis par le juge constitutionnel. Et je suis convaincu que le taux d'abstention d'aujourd'hui est une conséquence de cette action-là. C'est-à-dire, beaucoup de Burkinabés ont estimé que ce n'était pas la peine d'aller voter. Parce que la priorité aujourd'hui au Burkina Faso, ce n'est pas aller élire Roch Marc Christian Kaboré, qui, comme l'a dit Parfait Silga, était sûr de son coup KO avant même les élections. Donc, ces gens ont estimé que ce n'était pas la peine. Donc, il faut tenir compte de ça dans les résultats. D'accord, mais Lengani, quand on regarde les chiffres, au niveau des chiffres ici, je crois que l'analyse porte sur les chiffres, il y a un commentaire tout autour, mais là, on a les chiffres. Quand on regarde depuis 1959, vraiment jusqu'à aujourd'hui, l'évolution n'est pas aussi importante. On a l'impression que peu de gens s'inscrivent, on a l'impression que peu de gens réellement votent. Ça, c'est vraiment une constante qu'on voit depuis plusieurs années. Cette année, c'est particulier. C'est particulier. Les Burkinabés estiment que la priorité aujourd'hui, ce n'est pas aller voter. D'accord. Donc, quand vous dites les Burkinabés, quelle est la proportion des Burkinabés qui disent que c'est important? 60% n'ont pas voté. Non. Oui. D'accord. On va pas faire sur la participation, c'est 50%. Okay. Il est en baisse de 10% par rapport à 2015. D'accord. Et c'est 50% oui. autour de 500, c'est 5 millions. On a le corps électoral qui est autour de 5 millions, qui avoisine les 6 millions. En 2015, on avait un corps électoral qui était autour de 3 millions. 2015. 2015, oui. Non, 2015, le nombre d'inscrits était de 5 millions. Le nombre d'inscrits était de 3 millions. 000, voilà. 517 000, 15. Autour d'un chiffre comme ça. Et puis, mais quand on regarde l'expression du suffrage, il n'est pas aussi plus important ou moins important que celui de cette année. Je n'ai pas terminé. On est toujours dans la même marge. Vous m'entrecoupez, donc finalement, c'est plus ce que je dois... Allons-y. Alors que, bon, j'ai quand même des choses à dire. Allons-y. Et la première des choses, après avoir consenti avec Parfait que c'est 50% des Burkinabés qui ont estimé que ça ne les regardait même pas un peu, j'ajoute le fait qu'il faut reconnaître que le MPP a fait une campagne magnifique. À l'américaine. Une campagne à l'américaine, dans un pays en insécurité totale, dans un pays pauvre, dans un pays où 350 000 élèves ne vont pas à l'école, dans un pays où, même à quelques jours, et même en pleine élection, 14 militaires ont été tués. Le peuple burkinabé a accepté ce type de campagne-là. Et la faute à qui? Ce n'est pas la faute à Roch. Nous, MPP, c'est la faute aux populations. D'accord. Nous avons les dirigeants que nous méritons. Et je dis, c'est là où, effectivement, ces messieurs-là, contrairement à ce que dit Maître Tambela, qui seraient sortis du laboratoire clandestin de Blaise Compaoré, c'est des gens qui se sont faits eux-mêmes. Et ils l'ont clairé partout, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont des spécialistes en la chose. Ils l'ont démontré. Merci. On va continuer. Il faut remarquer, n'est-ce pas, que c'est avec Blaise Compaoré que les campagnes américaines ont commencé. Merci, Maître. Et ce n'est pas le seul parti qui a fait une campagne à l'américaine. On prend 30 secondes avec Évariste, et puis on va passer à la deuxième phase de notre... Un candidat qui a pu mettre moins de 300 millions dans un meeting. Merci Lengani. Jusque-là, on n'a pas vu les enveloppes, les budgets des campagnes. Vous connaissez la facture de... Oui, mais quand même, je suis un communicateur et je sais que le meeting de Bobo, tel qu'il a été mené, il ne peut pas coûter moins de 300 millions. D'accord. C'est pas possible. Moi, ça me fait sourire quand des gens, les uns et les autres, disent qu'ils avaient regardé dans une boule de cristal et avaient vu le coup KO. Moi, je dis bien chapeau, parce que je me souviens quand même que le président même Roch Marc Christian Kaboré, quand on l'a interrogé sur cette possibilité, il a dit que c'est une élection et tout était possible. Lui-même n'était même pas sûr. Donc, je pense que... Et en plus, mais vous aviez dit que le coup KO était impossible. C'était une opinion sur le plateau. Oui, ça, je maintiens ce que j'ai dit. Il y avait des opinions... Quand on est dans un chemin d'hypothèse, tout est possible. Nous étions dans un... Personne n'avait les résultats. Vous aviez des boules de cristal. Non, nous n'avions pas de boules. Nous avions dit qu'il y a deux possibilités dans une élection. C'est très bien. Il y a deux possibilités. C'est le coup KO ou c'est le second tour. Vous avez dit que le coup KO était impossible. Oui, mais il faut qu'on le dise. C'est la vérité des faits. J'ai toujours assumé. Ok, si vous assumez, c'est bon. Mais j'ai dit en retour que même le principal bénéficiaire n'était même pas sûr.
Vous aviez des boules de cristal qui pouvaient vous le permettre. Moi, je n'étais pas sûr. J'ai dit qu'il y avait 2 possibilités. Merci, parfait. Vous avez dit qu'il y avait une seule possibilité. On continue pour terminer ton intervention. Non, c'était pour dire tout simplement que moi, je note que le président Kaboré a accepté avec humilité sa victoire, et ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Justement, on va passer à la seconde phase de notre analyse de ces résultats-là. On a les législatives. Peut-être qu'on ne pourra pas trop nous étendre là-dessus. En attendant, peut-être la semaine prochaine, on va juste dire un mot pour chacun. Alors, le MPP totalise 56 points, ce qui lui fait plus 1, 56 sièges, quoi, pour comprendre mieux. Ce qui lui fait un siège de plus, parce qu'en 2015, c'était 55 sièges. Le CDP, 20 sièges, donc 2 sièges de plus. L'UPC, 12 sièges, donc 21 sièges de moins. NTD, 13 sièges, donc NTD qui fait 10 sièges de plus, donc qui est vraiment un peu la surprise. Une UPS, 5 sièges, donc qui conserve ses sièges. MBF, 4 sièges, c'était un nouveau parti, le Semboro, donc 4 sièges. Le RPI, qui est aussi un parti nouveau, qui vient avec 3 sièges. Le PDC, qui vient avec 3 sièges, donc qui est un parti ancien, mais qui a eu 3 plus. ADF, RDA, 3, donc qui garde ses sièges de 2015. Le CNP, donc, qui est également un nouveau parti, 2 sièges. Agir ensemble, 2 sièges sont également de nouveaux partis. Le PUR, donc le PUR, un nouveau parti, 1 siège. APR, Tilgré, 1 siège. CPS, G3, un nouveau parti également, 1 siège. PDS, Medba, un ancien parti, 1 siège, donc il confirme, je crois que c'est le parti de Aziz Diallo, donc il confirme son siège de 2015. Voilà ce que nous avons ici. Commentaire vraiment de façon ramassée, c'est qu'on peut dire. À ce niveau-là, on voit que la majorité absolue est acquise à la majorité ancienne. Parce que là, avec 56, voilà, on n'est pas loin des 65 qui font la majorité absolue. Non, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est faire l'analyse par rapport à la situation spécifique de l'UPC. On avait dit que c'était un problème de gouvernance. Moi, je note que, par exemple, sur les frondeurs, le cas des frondeurs, sur les 15, il y a eu 3 qui ont été réélus chez eux. Il y a Semboro, et puis Daoura, il y a Hervé Konaté, et il y a Youmou Brema. Bon, le reste, personne n'a émergé. Le cas de Ouaga, je note qu'en 2015, ils avaient 2 sièges, et je crois que cette fois-ci, je pense qu'ils ont dû quand même maintenir les 2 sur le cas de Diogo. Donc, bon, l'un dans l'autre, quand on s'assoit, me dire que c'est un problème de management, de gouvernance à l'interne, moi, ça me fait sourire. Alors, Maître, très rapidement, sur ces chiffres qui sont donnés à l'Assemblée, l'Assemblée va être colorée, ancienne majorité. Colorée, bon, pas trop. Parce que si vous remarquez, par exemple, c'est la majorité du MPP et puis ses alliés qui viennent surtout, que ce soit le NTD, le PDC, etc. Donc, quand vous enlevez tous ceux qui gravitent autour du MPP, bon, il ne reste pas grand-chose. Le reste, c'est des miettes. Mais par rapport à l'UPC, c'est exactement, je maintiens mes analyses. Parce que bon, les 12 députés correspondent à la figure actuelle de l'UPC. Donc, ceux qui sont partis, maintenant, quand Évariste Konsebo dit que les MBF n'a eu que 3 ou 4 députés, etc., mais il faut comprendre une chose. L'émiettement des voix ne permet pas l'élection de quelqu'un. Donc, ces gens, en quittant l'UPC, les voix s'émiettent. Et donc, du coup, on ne peut pas s'attendre à ce que les 13 qui avaient quitté l'UPC là aient 13 sièges. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est ça, c'est l'émiettement des voix. D'accord. Et même avec Nathanaël qui a quitté, il n'a pas de député. Et puis, il ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Nathanaël n'était pas député, il était conseiller. Non, mais je dis son mouvement n'a pas de député. Laissez-moi terminer. Le MODEM n'a pas présenté de candidat aux législatives. Est-ce que vous voyez? Mais vous pouvez être sûr que ça fait des voix en moins et pour Djeffery Diabré au présidentiel et pour l'UPC aux législatives. D'accord. Donc, tous ceux qui ont quitté... Est-ce qu'on peut dire que si on me dit qu'en 2015, les militants du CDP avaient voté, les électeurs du CDP avaient voté UPC, pourquoi ici, par exemple, l'UPC, bien que l'UPC perde des sièges, le CDP, au contraire, n'en fait pas mieux, parce qu'il gagne que 2. Non, mais ce que vous oubliez, ce que je vous ai toujours répété, vous venez de me dire, n'est-ce pas, que le NTD avait 3 sièges en 2015. Bien sûr. Et le NTD a maintenant 13 sièges. Oui. Mais le NTD est un allié du pouvoir. Et quand on gère le pouvoir, on gagne facilement les élections. Est-ce que vous voyez? Donc, ces éléments-là, ça veut dire que le pouvoir a gagné beaucoup plus de voix encore de l'opposition
qui ont constitué les voix du NTD. Le PDC n'avait pas de choses, n'avait pas de députés en 2015. Le PDC a 3 voix maintenant. Le PDC, le RPI, le MBF. Oui, parce que le PDC s'est allié à la majorité actuelle. Donc, ces voix-là, ce sont des voix, n'est-ce pas, gagnées par le pouvoir au profit de ses alliés. Comment le pouvoir gagne les voix? Et pas nécessairement gagnées sur le c'est pas une question de CDP. gouvernance. D'accord. Est-ce que vous avez vu? Okay. Et donc, tout le monde sait ici que c'est l'argent qui fait l'élection. Et c'est ce que je suis d'accord avec vous. Mais je l'ai toujours dit. Évariste dit que c'est l'argent qui D'accord. Donc, c'est pas la gouvernance. Non, moi, je suis surpris par votre surprise. C'est ce que j'ai toujours dit. Parce que moi, on m'a dit que... Et sur Blaise Compaoré, par exemple, Blaise était élu à 80%, etc. À cause de l'argent. D'accord. Et sous Blaise Compaoré, l'opposition était chaque fois laminée. Parce que l'opposition n'a pas de moyens. D'accord. Mais c'est l'argent qui joue. Lengani, quand on regarde un peu, avec Lengani, on a vu par exemple la CNP du député Daniel Sawadogo et Agir Ensemble qui ont 2-2, donc qui sont des partis un peu dans le sillage de Désiré Kadri Ouedraogo. Ça fait 4 sièges. Est-ce que ça lui crédite aussi d'un certain nombre de sièges indirectement au Parlement? Bon, je peux pas, je ne m'hasarde pas à répondre par oui parce que, bon, comme vous le savez, Kadri Désiré Ouedraogo était soutenu par une coalition de partis. Et bon, il reste entendu que, normalement, cette coalition doit toujours mener l'action autour de sa personne, ou en tout cas autour de sa philosophie. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que je crois qu'il faut faire des bilans, il faut faire le bilan de la campagne, le bilan de l'action politique, et puis voir comment l'homme se projette lui-même dans le futur, parce que comme on le sait, Kadri Désiré Ouedraogo, ce n'est pas un politique. Bon, on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'est dévoué pour une cause dans une situation particulière, et moi, je ne serais pas surpris s'il voyait autrement son avenir politique que de se mettre à guerroyer dans une foule où vraiment, apparemment, son langage passe très peu. Parce que c'est effectivement ce qu'on a pu noter sur ce candidat-là, c'est qu'il avait un discours totalement différent de l'ensemble de la classe, des autres candidats. Parfait. Ensuite, quand même, permettez-moi de... Très rapidement, parce qu'on a un point sur lequel je voudrais qu'on évoque. Je dis quand même un petit mot à mon ami de Tambela. Est-ce que c'est nécessaire? C'est quand même important. Rapidement. Ouais, parce que je l'ai fait toujours à un passé, effectivement, il a tout à fait raison de dire que c'est l'argent qui fait les élections et qui a fait les élections ici. C'est l'argent qui fait les élections aux États-Unis. C'est l'argent qui fait les élections en France. Mais est-ce que c'est la même utilisation qu'on fait aux États-Unis? Et le problème du Burkina Faso, et ça je l'ai dit déjà dans une de mes interventions, le MPP a mené une campagne formidable qui correspond à la mentalité chétive en fait que nous avons ici. À savoir que tout est achetable. Oui, c'est immédiatement rentable. Les gens n'ont pas de projection dans le futur. C'est le sac de riz d'aujourd'hui, c'est le 2000 francs d'aujourd'hui qui compte. Merci Lengani. Parfait. Non. Sur ces résultats de législative, vraiment... Ces résultats, deux points, effectivement. Les députés que l'UPC perd. L'autre point, c'est la grande progression du NTD qui passe de 3 à 13 députés. Et donc, il y a aussi les partis qui stagnent, comme l'UNI-PS, la DFRDA, avec 3 députés, l'UNI-PS, 5 députés. Il y a les partis qui n'ont rien. Cette année, NAFA, Parent, Faso Autrement, ODT, RDS, MDA, UBN. Donc, c'est une recomposition de la scène politique. On va regarder, pour passer à la seconde phase, tous ces éléments d'analyse pourraient encore être remis au goût du jour pour les prochaines émissions. Là, on est en train d'aller très rapidement pour essayer de faire un survol de tout. On va suivre cette déclaration du président du FASO, donc Rokwa Christian Kaboré. Dès la proclamation provisoire, il s'est rendu donc à son QG de campagne et il a tenu un discours qu'on va donc suivre sur cet élément-là. Je voudrais tout d'abord dire que c'est avec humilité et une grande émotion que j'accueille les résultats provisoires qui ont été énoncés par la CENI ce matin concernant l'élection présidentielle du 22 novembre 2020. Je voudrais dans un premier temps traduire toute ma reconnaissance au peuple burkinabé
tant de l'intérieur que de la diaspora, pour l'engagement et pour la foi qu'ils ont à la démocratie. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer tous ceux qui ont participé à cette élection présidentielle, parce que, comme je l'ai dit dès le départ, à l'ensemble de ces candidats, j'ai un profond respect pour leur engagement et pour les différents programmes qu'ils ont déroulés durant cette campagne. Je voudrais les féliciter de leur participation, de leur engagement sur l'ensemble du territoire national et du fair play qui a été constaté tout au long de cette campagne. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. C'est pourquoi je dis que je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange effectivement que nous pourrions avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Sur le plan du programme que nous avons développé durant l'ensemble de la campagne, je m'engage effectivement à ce que nous puissions réaliser ces programmes. C'est vrai, c'est une victoire que nous avons obtenue. Il y a de la joie, effectivement, que nous avons au cœur, mais c'est également une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Et je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. Je voudrais simplement encore une fois vous remercier de votre attention et dire que je souhaite que Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'ensemble, l'ensemble des filles et des fils du Burkina Faso, nous puissions bâtir notre patrie dans la paix, la sécurité et le développement pour tous. Je vous remercie. Merci à vous. On vient donc de suivre les propos du président du Faso, des propos qui ont été tout de suite jugés d'assez apaisants, d'assez aussi d'assez ouvert vers les autres candidats. Le président qui a eu des mots aimables à l'endroit des autres candidats, qu'il a d'ailleurs félicité, mais en même temps aussi qui a estimé qu'il laisse une porte ouverte, bien sûr, en entendant ce qu'il dit, la concertation permanente, les échanges qu'ils auront à avoir, et de travailler ensemble, etc., pour le Burkina Faso. Est-ce que déjà, à partir de ces éléments-là, comme on entend beaucoup de choses se dire, quelle est la configuration ou, selon vous, la carte politique qui pourrait se dessiner aujourd'hui? Est-ce que qui sera au CFOP? Est-ce que l'UPC va continuer au CFOP? Est-ce que l'UPC va rejoindre la majorité? Parce qu'on entend ça aussi dit. On a même vu des postes d'un certain, en tout cas attribués à certains responsables de l'UPC qui appellent à aller s'aligner avec la majorité. Alors, est-ce que le CDP va aussi aller gérer donc on va dire le CFOP, ou le CDP aussi va peut-être vouloir pencher à la majorité? Selon vous, au regard de tout ce que le président dit et ce que vous entendez, quelle pourrait être la configuration, quelle pourrait être la carte politique d'ici quelques mois ou quelques semaines? Évariste, pour commencer. Quand on regarde la configuration en fait, de l'Assemblée, c'est clair que
la majorité absolue. Pour avoir la majorité absolue, le MPP est obligé de faire des alliances avec des alliés traditionnels. Mais maintenant, c'est vrai, concernant, la nouvelle donne, c'est que effectivement, si il faut respecter en fait le vote des électeurs, les électeurs ont voulu que le chef de file de l'opposition change. Et là, il y a une alternance forcément. Et ce rôle-là va être curieusement joué par le CDP qui a assumé la gestion de notre pays pendant un certain nombre d'années. Et ça me rappelle même qu'au temps fort de la crise, les gens disaient que ce n'était pas exclu qu'un jour le CDP aille à l'opposition. Maintenant, c'est vrai que l'UPC, ça a quand même plus de 10 ans qu'ils ont quand même tenu l'opposition. Et moi, je pense pourquoi pas. Là, ça va dépendre peut-être encore. C'est des schémas, hein, c'est des scénarios, on n'en sait rien. C'est un schéma qui peut être possible ou que l'UPC maintenant recompose, qui permettrait de revoir la configuration du CFOP originel, donc avant l'insurrection. Donc ça, c'est possible. Maintenant, comme vous dites, la rétractation, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Donc si on veut comprendre bien, il n'y a pas de problème qui se poserait que l'UPC se retrouve à la majorité avec le MPP. Est-ce que c'est ce que ça voudrait dire concrètement? Je pense qu'avant même la campagne, le président de l'UPC a dit qu'il était disposé à gouverner avec tout le monde. C'est lui, il arrivait en tête. Donc, Alors, parfait, Sylvia. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a vu les félicitations, on a vu que au niveau des candidats de l'opposition, c'est même des dépassements à droite qu'on a vu par rapport à aller... parce que apparemment, la même coordination n'a pas existé quand il s'est agi d'aller féliciter le président du Faso. Est-ce que ça laisse présager que voilà, il pourrait avoir un changement de la carte politique, que l'ADF-RDA se retrouve avec le MPP, par exemple, au gouvernement, que l'UPC se retrouve au gouvernement, et que même le CDP aussi se retrouve au gouvernement, qu'on n'ait même pas d'opposition? Bon, je fais l'analyse d'abord que... au stade actuel des choses, si pour avoir la majorité, il faut 65 députés ou 64 députés. Et donc, 64 députés. Donc, sur la base de cela, le MPP, avec ses 56 députés, a besoin de 9 autres députés. Donc, s'il a seulement le NTD, il peut très bien avoir la majorité à l'Assemblée. Donc, c'est plus sûr. Oui, le NTD, si vous ajoutez l'UNIR-PS, qui était déjà un allié, et si vous ajoutez le PDS, vous voyez, au stade d'aujourd'hui, le MPP n'a pas besoin, par exemple, de l'UPC pour avoir la majorité à l'Assemblée. Ouais. Voilà. Maintenant, le reste, ça va être des négociations. Est-ce que quand le président parle de concertation... non, c'est-à-dire que travailler ensemble, le plus grand mal que ce pays aurait, c'est d'aller à un schéma comme le Mali. C'est-à-dire que le schéma que ATT avait mis en place, où tout le monde était d'accord, le gouvernement du peuple par le peuple. On était dans les grands boubous, on se parvenait tous à Bamako et tout. Ce serait le plus grand mal de ce pays. Et donc l'UPC, par exemple, ne pourrait pas se retrouver avec... Non, on ne parle pas seulement de l'UPC. On ne parle pas seulement de l'UPC, parce qu'en réalité, quand vous regardez aujourd'hui, effectivement, dans l'air... tout le monde veut aller à la majorité. Voilà, ça brûle de partout que tout le monde veut aller à la soupe. Donc alors que moi, je pense qu'il faut que ce pays-là... Est-ce que c'est forcément la soupe? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde... C'est une manière de parler. Est-ce que quand on regarde le pays, là où il est aujourd'hui, ces élections qui ont eu lieu, est-ce que tout ça suffit pour qu'on continue, par exemple, à avoir une opposition qui tiraille une majorité? Est-ce qu'il ne faut pas une sorte de stabilité, une sorte d'équilibre des forces? Mais c'est ce que j'ai dit. Même pour faire l'équilibre des forces là, si le MPP a un certain nombre de partis, il peut avoir une majorité. C'est quand vous regardez, quand on fait une analyse, il peut avoir 90 députés avec tous les alliés, les anciens et puis les nouveaux. Lengani? Donc, Moi, je crois que, en fait, le drame de ce qui va sortir de ces élections, ce sont les tractations par derrière le rideau. C'est ça qui est vraiment... Alors que si les choses se font de manière ouverte, de manière claire, je pense personnellement qu'aujourd'hui, pour gouverner de la manière dont le président nouvellement élu a parlé, il faut qu'il aille au-delà de la majorité avec laquelle il est allé aux élections. S'il veut vraiment être le président de tous les Burkinabés, porter sérieusement les questions de défense, de sécurité, porter sérieusement les questions de réconciliation nationale,
porter seulement les questions de développement qui sous-entendent bonne gouvernance, il faut forcément qu'il aille au-delà de sa majorité actuelle, en intégrant. C'est pourquoi moi je ne serais pas du tout vexé qu'on aille vers un gouvernement qui intègre un certain nombre d'acteurs de l'ancienne opposition. Bon, dans le sens que c'est pour, effectivement, ce n'est pas un gouvernement d'union, non, pas du tout. Ce n'est pas un gouvernement de crise, ce n'est pas pour dire que... non, c'est pour, effectivement, affronter de manière consensuelle les trois grandes questions que le président... Alors donc ça voudrait dire dans ce schéma-ci, ce n'est pas tout le monde, et que ça doit être certain. Est-ce que ça voudrait dire que le CDP va rester au CFOP, et puis par exemple l'UPC qui était dans l'ancien CFOP, donc au moment donc, de l'insurrection, on rejoint le MPP. Est-ce que c'est un peu ce schéma-là? Moi, ça ne me gênerait pas du tout que, effectivement, l'UPC joue ce rôle-là. Mais en ayant toujours, et ça qui est extrêmement important, ne pas faire comme l'UPS, c'est-à-dire disparaître dans la majorité, rester, avoir toujours un œil critique, ne pas avoir à dire qu'on met Benouende, mais si ce pouvoir-là tombe où je rentre. Non, ça veut dire qu'il faut être dans le pouvoir en étant critique pour permettre au pouvoir de s'améliorer, d'avancer. D'accord. Maître, oui, sur cette question... Oui, non, d'abord, il faut dire que je ne crois pas trop aux paroles des hommes politiques. C'est par les actions que moi, je les analyse. Sinon, Roch, ce qu'il a dit, je crois qu'il est sincère. Mais si vous remarquez, Alassane Ouattara dit aussi qu'il est pour le dialogue. Mais quelle est la place de Guillaume Soro dans une prison? Oui. Il dit qu'il est pour le dialogue tout en pratiquant la répression contre ses opposants. Donc, c'est pour dire que les propos des hommes politiques, il faut les prendre sur des pincettes. Sinon, le MPP peut gouverner avec ses alliés sans avoir besoin des autres. Mais cela dit, je pense que dans le régime actuel, là, ceux qui ne feront pas partie du gouvernement, ce sera ceux auxquels le MPP n'aura pas voulu, ceux que le MPP n'aura pas voulu. Sinon, je pense qu'il y a des prédispositions. Avant les élections, j'entendais dire qu'en cas de deuxième tour, Edi Kombogo allait soutenir Roch. Ah bon, d'accord. C'est ce que j'entendais dire. Or, il me semble que l'UPC n'est pas hostile non plus à une alliance avec le MPP. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, c'est possible qu'un scénario à la ATT voit le jour. D'accord. Qu'il n'y ait pas d'opposition, le CDP et l'UPC se retrouvent à la majorité. Je pense que dans la situation actuelle, moi je ne suis pas opposé à une telle situation. Merci, Maître. Dans l'état actuel Merci, Maître. On est vraiment pris par le temps, on aurait pu profiter. On va prendre un seul téléspectateur pour respecter notre parole aussi, comme Maître le dit. Un seul téléspectateur à qui on va demander d'être très, très, très bref. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Youdou la Moussa. Ah, d'accord. Allez-y, on vous connaît pour votre concision. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, je voudrais remercier tout le peuple burkinabé pour ces élections. D'accord. Malgré tout ce qui s'est passé, le fait que les opposants sont revenus à la raison et très vite, ils comprennent que personne n'est prêt à mourir pour eux. C'est ça. Et j'aimerais que le président fasse vite pour faire le gouvernement de large management, pour que tout le monde puisse marcher, afin qu'on puisse partir à nos occupations, à des choses très essentielles, qui est la lutte contre les terroristes, parce que c'est ça notre problème actuellement et rien d'autre. Merci, bonne journée. Merci. Évariste, pour terminer. Non, c'est pour dire que, en fait, le fait que l'opposition ait, dans son ensemble, pris acte, c'est un signal très fort qu'on envoie un peu à nos ennemis, aux terroristes, parce que je pense qu'ils ont dû peut-être être très mal de voir que, à l'issue donc de ces élections très compliquées, la classe politique quand même... Une sorte de gentleman agreement. Oui, je pense que si quelqu'un a échoué, c'est eux peut-être. D'accord. Merci. C'est sur ces mots-là qu'on va terminer cette émission, qui est peut-être une partie de l'émission qui va continuer donc la semaine prochaine. Malheureusement, le temps nous imparti est terminé. On va dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à mes invités. J'étais donc avec Maître Apollinaire Kielem de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau. Il est également président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être passé. Parfait. Silga, il est journaliste et analyste. Merci, Parfait, d'être passé. Juste à sa droite, Lengani Isaka, journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Merci, Lengani, d'être passé. Et puis, dernier invité, Faustin Évariste Concebo. Il est chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole de FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.